Et salut tout le monde, TMT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler d'un boîtier. Il s'agit d'un boîtier de chez Asus et vous allez vous dire, allez encore une vidéo avec un Hyperion ou encore avec un Helios. Et ben tout simplement pas. Et on va pas non plus parler de la gamme TUF, on va tout simplement arriver avec la gamme Prime. Asus ont lancé donc leur nouvelle gamme de boîtiers. On connaissait donc la gamme TUF pour leur robustesse avec des boîtiers avec un petit peu un look quand même militaire, un peu, j'allais dire assez spécifique. Vous aviez des sangles, on avait quand même des parties en mèche, etc. qui étaient bien faites, on avait une certaine qualité, mais des boîtiers qui étaient un petit peu élevés d'un point de vue tarification et surtout qui d'un point de vue design ne plaisaient pas à tout le monde. Là, Asus avec leur gamme Prime sont revenus un petit peu aux sources, j'allais dire, des boîtiers et vous proposent finalement d'avoir des boîtiers avec des prix qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont beaucoup plus, j'allais dire, abordables aussi et beaucoup plus communs à tous les boîtiers, tout en gardant un aspect technique et une qualité de fabrication quand même assez présente. Et en tout cas, bah, du coup, c'est ce que moi j'ai voulu vérifier et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous tester le Asus Prime A21. Et donc, il s'agit du Asus Prime A21. Bon, l'étiquette Chronopost a été posée comme ça un petit peu à l'arrache, donc malheureusement on n'a pas la belle vue si on peut dire ça, mais il s'agit d'un boîtier micro ATX, donc ça déjà faites attention, si vous souhaitez mettre une carte mère ATX dedans vous ne pouvez pas. Cependant c'est quand même l'un des rares boîtiers micro ATX qui va pouvoir accueillir un water cooling de 360 mm en hauteur, quoi que même en façade, et pouvoir accueillir presque n'importe quelle carte graphique. Donc c'est pas non plus un petit boîtier, mais ça reste un boîtier qui reste ultra polyvalent, ou en tout cas presque dans le cas où ça reste quand même un micro ATX et qu'on puisse pas accueillir les cartes mères ATX. Bref, sur ce, vous connaissez ce type de vidéo, et ben on va tout simplement faire le tour du boîtier. Après moi j'ai monté une config dedans, je vais effectuer les tests et je vais vous montrer un petit peu comment ça se comporte d'un point de vue ventilation avec une visualisation de l'airflow avec un petit peu de test de fumée. Et puis après on viendra à la conclusion de savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas de partir sur ce boîtier, quel est le résultat qu'Asus a voulu donner et finalement quel est le résultat réel que l'on a. Bref, on fera un petit peu un débrief de tout ça. Si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est ce qui m'encourage à vous produire du contenu et ça vous permet d'être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis avant d'attaquer par la présentation et l'unboxing de ce dernier, ben vous connaissez la chanson, cette vidéo est sponsorisée par partenaire de la chaîne qui est VIP Your Sidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor, sinon je vous laisse vous servir votre meilleur petit café et puis après on va directement attaquer et enchaîner par l'unboxing et la présentation du Asus Prime A21. C'est parti. Et là on se retrouve sur le site de VIP Your Sidiki et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant et après on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft, on va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et donc là on va attaquer par la présentation de ce Asus Case A21. À chaque fois depuis tout à l'heure je l'ai appelé Prime, mais en soi il n'y a pas de logo Prime, il n'y a pas d'appellation Prime dessus, donc c'est vraiment un boîtier qui lui se conforme à la partie Asus, pas comme le Prime que l'on a vu aussi sortir récemment.
Bref, on arrive et on attaque directement avec une façade en full mesh. Cette façade peut s'enlever ici avec la partie donc de l'écriture Asus Case. Cette partie-là est en plastique, ça reste quelque chose et un plastique de bonne qualité, assez flexible mais qui ne craque pas. Ça laisse découvrir directement ici les emplacements pour les 3 ventilateurs. Donc 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. Vous voyez qu'on a une large profondeur aussi au niveau du cache alimentation pour pouvoir justement placer donc un radiateur et des ventilateurs, voire même faire du push-pull en fonction de l'épaisseur. Cette partie-là s'enlève intégralement au niveau du boîtier, mais n'a aucun intérêt car ça ne facilite pas le montage, car déjà tout est facilité d'accès. Donc ça sera uniquement pour le nettoyage si besoin ou la customisation si souhaité sur cette version. Sur le dos de ce boîtier, vous retrouvez ici donc la grille de ventilation, le placement pour un ventilateur à l'arrière en 120 mm, la grille qui continue au niveau des équerres PCI, les différentes équerres PCI, l'emplacement pour la Shield, l'emplacement pour l'alimentation avec l'étiquette du numéro de série. Bref, rien de vraiment spécifique, sauf que ici vous avez directement aussi des passe-câbles pour pouvoir attacher vos différents câbles USB, différents câbles que vous allez brancher à la Shield, différents câbles que vous allez brancher aussi à votre carte graphique, et donc les câbles d'alimentation pour pouvoir faire un cable management au niveau de votre setup le plus clean possible. Et donc ça, c'est quand même assez sympathique. Maintenant, on passe sur la façade avant. Donc je tiens quand même à préciser que c'est donc un exemplaire de prêt qui m'a été fourni, qui est déjà passé entre les mains de différentes presses aussi, différents influenceurs directement. Mais en tout cas, ici, vous avez donc une vitre en verre trempé avec un encadrage blanc. Vous avez sur le cache alimentation, on voit le marquage donc Asus Case. On va tout simplement passer sur le dessus juste après. En ce qui concerne le dessus, vous avez ici un filtre anti-poussière pour l'emplacement 360 mm, filtre anti-poussière aimanté en mèche. Pour les emplacements, comme je l'ai dit, donc soit 3 à 120 mm, soit 2 à 140 mm, à la possibilité de pouvoir mettre les water cooling de 360 mm. Bouton ici, donc reset, le bouton power, le jack pour l'écouteur et le jack pour le micro. Deux USB en 3.0. Dommage de ne pas voir du USB type C. Ça va être un petit peu un point négatif aujourd'hui. Sur le dessous de ce boîtier, on va aussi retrouver un filtre anti-poussière, pareil que sur le dessus. Donc c'est un filtre anti-poussière souple aimanté. Vous avez ici le mesh pour l'alimentation et comme on peut le voir ici, le système de fixation pour la cage HDD, sauf que, petite particularité, celle-ci va être modulable d'un point de vue profondeur au niveau du boîtier en fonction de la taille de votre alimentation, et ça c'est quand même assez bien pensé et c'est un bon point pour Asus, car ça peu de constructeurs le prennent en compte et peu de constructeurs le font en règle générale. Maintenant on passe à l'arrière, on va dévisser la plaque arrière, toc. Plaque arrière qui est quand même de très bonne qualité. On est quand même sur une plaque qui est quand même assez rigide, donc ça reste ok. Les vis sont très agréables, ça c'est vrai que c'est très sympa, c'est que les vis à dévisser sont vraiment très agréables au niveau des vis à main. Comme vous pouvez le voir ici, on a aussi un câblage du boîtier qui est blanc, chose à noter qui est pas non plus chez tout le monde. Vous avez donc l'USB type 3 ici, vous avez l'audio et on a surtout le front panel, câblage du front panel qui lui sera d'un seul et même bloc. Donc fini de s'embêter à savoir où est le power, le reset, etc. Là c'est pris en compte à la manière de NZXT ou d'autres concurrents, mais clairement c'est une bonne chose. On retrouve donc notre cage HDD qui pourra prendre un 3,5 pouces et des 2,5 pouces ou 3,5 pouces en supérieur aussi. Donc 2 disques durs au maximum, et vous avez ici tous les passes-câbles et tous les passes-cloisons que vous avez. Au niveau du bundle, vous allez retrouver simplement des riselants, les vis et le manuel d'utilisation, donc tout ce qu'il faut de plus simple. Vous avez un emplacement ici pour un SSD ou un disque dur de 2,5 pouces et c'est tout. Là, ce qui manque cruellement, et je pense que certains l'auront peut-être vu, on n'a pas de caoutchouc, on n'a rien pour pouvoir protéger les passes-câbles, mais d'un côté c'est normal et certains l'auront peut-être encore vu aussi, c'est qu'on n'est pas sur un boîtier classique, c'est qu'on est sur un boîtier compatible BTF ou Project 0. Le BTF c'est quoi? Project 0 c'est quoi? Ce sont tout simplement les cartes mères avec les connectiques en arrière, c'est-à-dire que vous n'avez plus le 24 pins en façade, vous avez le 24 pins en dessous au niveau de la carte mère, ce qui fait que le 24 pins sortira par là, et tous les connecteurs pareil. Et là c'est pour ça qu'on a vraiment tout le tour ici qui sera dédié donc à ce type de carte mère, et les passes cloisons pour les autres composants si on ne met pas du coup de composants BTF
BTF ou Project Zero. Chose qui est quand même très agréable parce que ça montre aussi qu'on est sur un boîtier qui est fait pour la nouvelle génération et un boîtier qui a pensé à tout. On va passer maintenant à la façade avant. Je vais tout simplement enlever la vitre en y faisant attention parce que rien ne la tient comme la plaque arrière, donc ça, faites attention. Ça reste du verre trempé, c'est fragile, mais au moins on est quand même sur un verre trempé de qualité. Petit tour à l'intérieur, vous avez donc les entretoises qui sont positionnées, entretoises en gris argenté, donc ça fait un petit côté sympa, même si après on s'en fiche parce qu'on les verra tout simplement pas. Au niveau du cache alimentation, vous avez donc l'écriture Asus Case qui est un rappel ici, un cache alimentation sur le dessous qui est entièrement percé type mesh, vous avez un passe-câble ici pour les câbles de la carte graphique dans le cas où vous n'êtes pas sur une BTF, et ici pareil, deux passe-câbles directement. Voilà, donc somme toute un boîtier micro ATX qui reste quand même très classique et très sobre, mais d'une excellente qualité. Je vous le montre d'un point de vue métal. On appuie dessus, je le tape, il n'y a rien qui bouge et on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Donc là, clairement, c'est vrai que c'est assez surprenant et au moins on est vraiment sur un bon boîtier. Donc on va tout simplement faire passer au premier test et comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Show me the all damn day. Show me the all damn day. All damn day. On se retrouve avec les différentes températures. Je rappelle le protocole de test et la configuration de test. Donc le test est effectué pendant 1 heure sur OCCT Power qui permet de charger le CPU ainsi que le GPU à 100%. Et donc de pouvoir à peu près vous donner des températures à l'heure actuelle que l'on va pouvoir retrouver dans une utilisation gaming classique. Le processeur c'est un 10900K, donc un i9, qui est lui à 4,9 GHz à l'heure actuelle pour 180 watts de consommation. Et la carte graphique c'est une RX 6900 XT Asus TUF qui est lancée à stock, donc pas adossée sur cette dernière. En idle, c'est-à-dire sur le bureau sans rien faire, après une demi-heure de lancement de la machine, on a une température stabilisée qui est à 28 degrés. Pour la température du processeur, cette fois-ci en stress test, on est à 67 degrés et 73 degrés pour la carte graphique. Clairement, en termes de température, c'est plutôt bon. C'est à l'heure actuelle les températures les plus basses que j'ai pu obtenir avec un boîtier, notamment quand on le compare avec le NV5. Le NV5, je vous laisserai retourner sur la vidéo si vous le souhaitez, mais on était à 75 degrés pour la carte graphique, 69 degrés pour le processeur, contre 29 degrés pour la partie en idle. Je tiens aussi à préciser pour certains qui vont me le demander pour la partie température de la pièce, eh bien la température de la pièce est stabilisée à 23 degrés pour tous mes tests pour la partie boîtier. Ce qui permet d'obtenir donc des résultats qui sont tous équivalents et comparables entre les différents boîtiers. La configuration que vous avez pu voir dans les tests de fumée, je le rappelle, est une autre configuration simplement là pour l'aspect visuel. Donc vous inquiétez pas, on est resté bien évidemment sur la même configuration de test. Au niveau des ventilateurs utilisés, ce sont les P12 Max en 120 mm de chez Arctic, bien évidemment tous lancés à 100%, et c'est le Thermarite qui est utilisé en 240 mm avec sa version le Prism.
Voilà. Et donc là, comme vous avez pu le voir avec les résultats, pour vous ça a pris quelques secondes, pour moi quelques semaines, clairement on a vraiment du coup de très bons résultats au niveau des températures. Ce boîtier est bien ventilé, alors bien évidemment on reste sur ma configuration de test, donc il y a quand même des avantages d'avoir des P12 Max qui sont à l'heure actuelle presque, j'allais dire, les meilleurs ventilateurs en termes de rapport qualité-prix que l'on ait sur le marché, mais à l'heure actuelle franchement ça reste du coup pour moi aussi un très bon boîtier. On a pu justement le comparer avec les autres et clairement ça reste ok. D'un point de vue qualité de fabrication, le métal est vraiment bien fait. Il y a peu de défauts. Et si on arrive au point positif et au point négatif de ce boîtier, bah en fait, va y avoir pour moi à l'heure actuelle 3 points négatifs seulement. Et ces 3 points négatifs, il y en a 2 où ce sont des détails esthétiques. Le premier qui est un point plutôt de sécurité si je peux dire ça, et notamment sur la longévité du boîtier, c'est la vitre. Il n'y a rien qui la maintient. En effet, quand du coup Asus, quand ils m'ont envoyé le boîtier, ils me l'ont prévenu comme quoi c'était un des points négatifs aussi. Je me suis dit c'est un petit truc, etc. Rien. Non, c'est vrai qu'en réalité, quand vous ouvrez le boîtier, vous le décalez un tout petit peu, d'un coup, la vitre, il n'y a plus rien qui la tient et elle peut basculer très facilement. Vous allez me dire, c'est quand même la même chose sur d'autres boîtiers, sauf que là, la vitre, elle est quand même lourde et elle est de qualité. Et c'est vrai que malheureusement, ça peut arriver très vite de la péter. Donc là, vraiment, si vous achetez ce boîtier-là, faites attention à ça. Ça peut être un petit détail où malheureusement, c'est pas non plus revendu en pièces. Il n'y a pas de spare à côté et donc là, une fois que c'est pété, il n'y aura pas réellement énormément de possibilités pour pouvoir en racheter une. Donc ça, point négatif. Deuxième point négatif que je vais pouvoir retrouver, on l'a vu dans la présentation, vous avez un filtre anti-poussière en haut, vous avez un filtre anti-poussière en bas au niveau de l'alimentation. Sur la façade avant, on a du mesh sur l'intégralité. J'aurais bien aimé avoir un filtre anti-poussière aussi sur la façade avant en 360 mm. Alors certes, ça pourra peut-être limiter un peu plus les performances. J'ai rapidement fait un test, on a 1,5 degré en fait d'écart et de plus finalement, donc clairement en termes de performance c'est pas ça qui va énormément limiter, mais par contre au niveau nettoyage et entretien ça permettrait de pouvoir vraiment du coup nettoyer et limiter l'accès à la poussière à cette machine. Donc ça pour moi voilà, c'est un petit point où du coup je pense que ça aurait été sympa de le rajouter. Un point négatif, et le dernier point négatif que je vais pouvoir trouver qui lui est justement sur l'une des compatibilités de ce boîtier, ça reste un point négatif sur l'esthétisme, c'est qu'il est compatible BTF. Pourquoi vous allez me dire c'est quoi le souci? Simplement que moi ça me gêne un tout petit peu à l'œil parce que je le sais, c'est qu'on voit les trous autour de la carte mère pour le BTF. Et c'est vrai que c'est pour moi un petit peu gênant. Au niveau du cable management d'ailleurs aussi, et ça va être aussi l'un des points négatifs pour ça, et c'est esthétique mais aussi d'un point de vue technique, on sait pas réellement par quelle zone passer, par quel câble serait le mieux ou autre, et des fois on passe derrière la carte mère, des fois on passe à celui qui est prévu pour quand on n'a pas une carte BTF. Voilà, donc c'est vrai que pour moi c'est ce côté-là qui est un petit peu gênant, c'est que ça peut un peu indiquer des quiproquos, et d'un point de vue esthétique, on a quand même des petits trous qui se voient. Bon, c'est pas très grave, ça se fait pas non plus énormément, je suis presque persuadé que si je vous montre la config comme ça, il y en a très peu qui vont voir justement la différence. Donc autant vous dire que voilà, c'est pas pour moi quelque chose en fait d'ultra choquant. D'ailleurs, si certains se posent la question, et c'est aussi pour ça que pour moi c'est un avantage, clairement ce boîtier est vraiment très bien fait pour la simple et bonne raison, c'est qu'il intègre une chose que beaucoup d'autres boîtiers vont intégrer aussi, que ce soit en fait en milieu de gamme et en haut de gamme, c'est le fait d'avoir décalé en hauteur le système de refroidissement, en tout cas la fixation. Ce qui fait que comme vous pouvez le voir au niveau de la carte mère, elle est un petit peu rabaissée, et donc vous pouvez mettre n'importe quel type de pompe, n'importe quel type de rame. Esthétiquement parlant, on a tous les éléments qui sont bien dégagés, et c'est vrai que c'est quand même très joli. Là, si par exemple je vous allume directement la config, clairement vous avez quelque chose qui visuellement parlant est quand même assez agréable. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce n'est pas la configuration de test habituelle que j'utilise. J'ai bien testé ma configuration et ce boîtier là avec la configuration habituelle. Là il s'agit tout simplement d'une configuration où je suis en train de tester les différents composants. Voilà, donc ça apparaîtra plus tard en fait sur la chaîne. Vous avez le Rayo 3, vous avez directement l'AB à 760G, on a une alimentation de chez Asus avec une Prime, la 4060 Ti que je vous ai présenté, bref, un build presque full Asus. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Clairement, au niveau de ce boîtier, il y a pour moi à l'heure actuelle aucun gros défaut majeur. En termes de tarification, c'est son avantage, on est à 90 €, le prix le plus cher que j'ai pu le retrouver à l'heure actuelle sur internet. Franchement, est-ce que je peux vous le conseiller pour ce tarif-là? Sans aucun problème, il y a très peu d'équivalents. En termes de performance et en termes de qualité, il y aura peu d'équivalents. Je vous avais déjà présenté les boîtiers par exemple de chez Deepcool, je vous avais présenté des boîtiers de chez Cooler Master, et clairement là d'un point de vue qualité de matériaux, d'un point de vue physique, on est sur un boîtier qui peut être proposé sur le marché à 100-110 € sans aucun problème.
problème. Donc aujourd'hui, moi, 90 € pour ce boîtier, j'ai aucun problème à payer en fait ce prix-là, car clairement, en fait, il est très bien estimé et il est au bon prix. Allez chercher d'autres boîtiers, il y a très peu de concurrents qui vont être arrivés à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que j'espère qu'il reviendra beaucoup en stock. Parce que malheureusement, ce qui fait l'un des défauts aujourd'hui de ce boîtier, c'est qu'il est très peu en stock. Alors très peu en stock, est-ce que c'est victime de son succès ou de la partie production? Moi je conseille à Asus de bien recharger les stocks des différents revendeurs parce que aujourd'hui c'est aussi un 4000D killer par exemple, c'est aussi un TD300 et TD500 killer. Voilà, on reste quand même sur un très beau boîtier. Alors certains vont me dire, oui mais tu peux pas mettre de l'ATX. J'en suis entièrement conscient, d'accord? Vous avez quand même aujourd'hui sur toutes les gammes de cartes mères, des cartes mères micro ATX. Est-ce qu'il y a le besoin d'avoir les plusieurs slots PCI, etc. en fait dessus? Est-ce que vous avez besoin de ces choses-là? Ça va dépendre de votre choix. En termes de boîtier en micro ATX, on reste quand même sur un boîtier qui reste compact et qui reste assez visuel, mais qui est aussi en fait très sobre dans la partie design. Donc voilà, pour moi, c'est toute une chose qui fait que ça me dérange pas du tout de pouvoir partir sur ce type de boîtier-là. Donc à la question fatidique, est-ce que je peux vous le conseiller? Est-ce qu'à l'heure actuelle, ça reste un bon boîtier? Pour 90 € sur le marché, ça sera l'une des références premières et principales que je vais pouvoir vous conseiller à l'heure actuelle. Du moment où il est en stock, je vous le conseillerais car aujourd'hui, ça reste un bon boîtier. Pour, bien évidemment, une configuration quand on sera en fait sur du micro ATX. Donc clairement, pour moi, ça reste vraiment un très bon choix. Donc n'hésitez pas, ça reste quand même un bon boîtier. Je tiens quand même à remercier aussi Asus de m'avoir permis de pouvoir avoir testé ce boîtier. J'ai vraiment apprécié tester ce boîtier et apprécié la découverte. N'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires, à merci à Asus, un petit hashtag ou à les taguer en fait sur les réseaux sociaux. Ça peut leur faire plaisir directement et moi aussi en même temps. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire avec le pouce bleu, en vous abonnant aussi, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, c'est pas la configuration de test, comme je l'ai dit. Tous ces produits, je vais vous les présenter un par un en vidéo et on va faire le retour un petit peu de toutes les reviews. On va avoir aussi des cartes mères qui vont arriver en présentation. Donc, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire avec l'abonnement et la cloche. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi si vous avez un produit en particulier que vous souhaitez que je teste. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était AMT. Salut!